Bonjour, merci de votre présence à notre nouvelle table ronde organisée par le Comité régional Île-de-France de la Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois, FFAEMC. Le thème de cette année est les apports du Qigong dans les arts martiaux internes et externes. Nous aurons donc la chance d'avoir aujourd'hui 3 experts de notre fédération. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais démarrer mon intervention sur Qigong et arts martiaux internes avec une première partie dans laquelle on s'intéressera à un cadrage historique et une deuxième partie dans laquelle je reviendrai sur des aspects plus pratiques à travers des exercices de Qigong dans les arts martiaux internes. On va démarrer avec un cadrage historique. Première remarque peut être faite sur les pratiques énergétiques et corporelles que nous connaissons aujourd'hui sous l'appellation de Qigong et qui sont relativement récentes. Elles datent du XXe siècle, d'abord avec les nationalistes chinois, ensuite avec les communistes chinois qui ont mis en place ces techniques de Qigong, qui les ont codifiées, qui les ont cadrées. Parmi ces pratiques de Qigong, pour les plus célèbres, on pourra citer par exemple le Baduanjing, ou 8 pièces de brocart, ou encore le Yijingjing, transformation des muscles et des tendons. Et une dernière pratique qui a fait le tour du monde, le Wuxingqi, le jeu des 5 animaux. La sinologue Catherine Despeux rappelle que ces pratiques que l'on connaît sous le terme de Qigong renvoient à des procédés qu'on utilisait dans la Chine ancienne sous l'appellation de pratiques pour nourrir la vie ou Yangshen. Alors, on les retrouve dans l'histoire, ces pratiques, dans différents ouvrages, dès l'Antiquité, avec les annales des printemps et automnes. On en retrouve des traces éparses de la pratique de ce jeu des 5 animaux. Ensuite, avec les chroniques des 3 royaumes, on est dans la période du 3e et 4e siècle après Jésus-Christ, à nouveau des traces d'un jeu des 5 animaux. Ce jeu des 5 animaux ressurgit à nouveau à la période des Ming, dans un ouvrage qui s'intitule « La moelle du phénix rouge ». Pourtant, c'est bien à l'époque communiste que ce Qigong a réellement été codifié. L'une des grandes figures de cette codification à l'époque communiste s'appelle Liu Guizhen. Liu Guizhen était un membre, un cadre du parti communiste. Il y a un objectif, une stratégie. Il s'agit de reprendre ces pratiques anciennes, mais de se débarrasser de toutes les références religieuses, mystiques. Pour résumer, il s'agit de rationaliser le Qigong. Si l'on revient sur ces pratiques que l'on appelle pratiques pour nourrir la vie, elles sont constituées de divers exercices, des massages, des exercices respiratoires et des exercices gymniques. Le but de ces pratiques, c'est de maintenir les individus en bonne santé, d'accroître leur force vitale. Et a priori, donc tout un ensemble de pratiques qui normalement doit intéresser les pratiquants d'arts martiaux, du reste qu'ils soient des pratiquants d'arts martiaux internes ou externes. En effet, comment combattre, comment se défendre si on n'est pas en bonne santé, si on est blessé. Donc le Qigong apparaît a priori comme une pratique à ne pas négliger.
Alors, bien entendu, les pratiquants d'arts martiaux internes pourraient se poser légitimement la question d'une pratique de Qigong alors qu'ils possèdent eux-mêmes tout un tas d'enchaînements. On peut penser aux 108 postures du Tai Chi Chuan, les 8 paumes du Pakwa Chang. Donc on a déjà tout un arsenal d'enchaînements et de postures. L'idée, c'est peut-être de concevoir l'utilisation du Qigong dans une acception, une pratique plus libre, en dehors des enchaînements codifiés, pour apporter justement un complément à une pratique martiale. Alors je souhaiterais revenir sur la notion de Qi, le Qi de Qigong, pour donner quelques repères. Alors le penseur taoïste Chuang-Tzu, 4e siècle avant Jésus-Christ, évoque le Qi comme un élément essentiel de la vie. Alors, je vous ai pris une citation de Chuang-Tzu. « L'homme doit la vie à une condensation de Qi. Tant qu'il se condense, c'est la vie. Mais dès qu'il se disperse, c'est la mort. » Le sinologue Cyril Javary, que beaucoup connaissent, explique à partir d'une étude sur l'idéogramme Qi qu'une traduction pertinente pourrait être souffle, énergie. Quant à la médecine traditionnelle chinoise, elle parle de souffle au pluriel et distingue donc plusieurs types de souffle. On pourra donner par exemple le souffle originel, Yuan Qi, le souffle nourricier, Yin Qi. Enfin, dans une approche qui se réfère davantage aux sciences occidentales, des auteurs comme le docteur Yang Juiming, physicien de formation et adepte du Tai Chi Chuan, parlent de champs électromagnétiques pour caractériser le Qi. Alors, je vous ai préparé une citation. « Le corps humain est constitué de matériaux conducteurs d'électricité. L'ensemble de ceux-ci forme un circuit et un champ magnétique vivant. » Enfin, une dernière référence, le fondateur du sanatorium de Qigong de Shanghai, Shen Shou, conçoit le Qi comme l'expression de phénomènes liés à l'activité du système nerveux. Alors nous allons maintenant identifier ce travail sur le Qigong dans les arts martiaux chinois, en montrer l'utilité, mais j'aimerais d'abord faire une remarque en signalant ce que ne sera pas l'utilisation du Qi dans une pratique martiale bien comprise, à mon sens. C'est tout ce qui est lié à des projections de Qi à distance dans le combat. Si l'on veut être pris au sérieux dans les arts martiaux en général, dans les sports de combat également, à mon sens, il faut proscrire cette idée de projection de Qi. Aucun expert dans les arts martiaux chinois n'a tenu plus d'1 minute face à un boxeur, même un boxeur de second rang, en utilisant son Qi. Par exemple, en 2018, il y a eu un combat entre un expert de Tai Chi Chuan nommé Lai Wei contre un combattant de MMA, Mixed Martial Art. L'expert de Tai Chi Chuan n'a pas tenu plus d'1 minute, donc le Qi ne l'a pas protégé des coups de poing de son adversaire. Donc voilà mon préalable concernant le Qi dans l'utilisation du Qigong dans les arts martiaux. Alors pour autant, les arts martiaux chinois reposent sur quelques principes, comme celui du relâchement, qui relève autant du mental que du relâchement du corps,
Et on pourra donc trouver des exercices de Qigong permettant de favoriser ce relâchement. Je vais maintenant aborder ma deuxième partie avec une présentation de quelques exercices de Qigong que l'on pourra utiliser dans les arts martiaux internes. Alors sans dresser une liste exhaustive, j'en ai retenu quelques-uns qui relèvent aussi d'une pratique personnelle. Alors je démarrerai avec les frappes sur le corps, Pai Da Gong. Alors ces frappes sur le corps permettent sur le temps de l'échauffement de favoriser la circulation du Qi, en même temps que l'intensité de la frappe que l'on va choisir de donner eh bien, pourra renforcer le corps. Un deuxième exercice, les tunas, massages, ou plus précisément encore les automassages, que l'on retrouve dans les pratiques de Qigong traditionnelles. On peut les utiliser en début de séance, lors d'un entraînement, soit au moment de la préparation, les utiliser aussi à la fin d'une séance sur un temps de récupération. Dans le premier cas, il s'agit de chauffer les muscles, de préparer les articulations. Et dans le deuxième cas, sur le temps de la récupération, la fonction est donc réparatrice lorsque le corps a subi des coups. Un troisième exercice, la pratique de la marche en cercle. Alors, la pratique de la marche en cercle, on la retrouve dans le Pakwa Chang. Elle constitue un véritable Qigong, cette marche en cercle. Elle permet de tonifier le corps à partir de l'utilisation d'un pas. Un pas typique à la marche en cercle du Pakwa, c'est le Tang Nibu, que l'on traduit par pas dans la boue. Ce pas favorise la stimulation de la zone Yongshuan, ou source jaillissante, et de façon plus générale, l'ensemble de la plante du pied, qui est une zone de projection énergétique. Alors, je vous ai préparé une autre citation, c'est celle d'un maître de Pakwa, Yo Jingru. Alors, Lo Jingru nous dit dans l'un de ses écrits, les zones énergétiques sont massées par la marche et stimulent à distance les viscères, les organes sensoriels, les glandes et les articulations avec lesquelles ils sont en résonance. Alors je terminerai par un dernier exercice, la pratique du Zanzhuang, alors que l'on traduit par planter comme un pieu. Zanzhuang, planter comme un pieu, mais la posture est plus connue sous l'appellation de posture de l'arbre. On notera que ce Zanzhuang se retrouve dans différents arts martiaux internes, donc comme le Xing Yi Xuan. Donc le Xing Yi Xuan, c'est cette boxe que l'on pratique en ligne, et dans laquelle on va retrouver évidemment des références aux 12 animaux, aux 5 principes. Alors le Zanzhuang dans le Xing Yi Xuan, on le travaille à partir d'une posture qui s'appelle San Ti She, ou 3 coordinations. Cette pratique du Zanzhuang, on la retrouve aussi dans le Pakwa, à travers ce que l'on appelle les paumes fixes, et bien entendu dans une autre pratique qui a peut-être le plus poussé la logique du Zanzhuang, c'est le Yixuan, pardon. Alors, quel est l'intérêt du Zanzhuang? Dans ces exercices, le Yi, ou l'intention, permet de faire circuler le Qi dans le corps. Cette pratique permet aussi de créer des stimuli nerveux qui favorisent des micro-mouvements instantanés. Ces micro-mouvements instantanés sont utiles dans la pratique des arts martiaux pour gagner en rapidité d'exécution dans des réponses que l'on peut apporter à une attaque en mobilisant l'ensemble du corps.
Alors, je terminerai avec une référence à un lien entre ce Zhang Zhuang et qui trouve des échos dans les neurosciences qui mettent en lumière la façon de créer des connexions entre le réseau des neurones via l'activation de nouvelles synapses. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors pour conclure mon intervention, je dirais que des exercices liés au Qigong sont bien présents dans les arts martiaux internes, que la croyance en un Qi mystique qui doit permettre de terrasser ses adversaires est à mon sens à proscrire. Et on notera également que les arts martiaux internes ne se réduisent pas à la seule utilisation du Qi. Il y a d'autres éléments à rechercher. Je pense à la recherche de l'élasticité du corps à travers le jeu des polarités yin-yang, c'est-à-dire le jeu des différentes directions. Et cela me semble tout aussi important. Alors je vais maintenant laisser la parole à Joël Valentin. Merci Thierry. Alors, eh bien, je vais compléter ce que Thierry nous a avancé, puisque les exercices, la pratique des exercices réalisés sont pratiquement les mêmes qu'en externe. En externe, le style Hougar, on a deux exercices pratiques, un exercice en statique et un exercice en dynamique. L'exercice en statique, c'est la position du cavalier. Donc, dans cette position du cavalier, ça va nous permettre de renforcer les muscles des membres inférieurs, avoir une bonne stabilité et surtout avoir un mouvement au niveau du torse qui nous permet justement d'avoir des frappes assez puissantes dans ce style. D'accord ? Et en ce qui concerne les styles dynamiques, nous avons le mouvement des bras où on aura beaucoup plus de vitesse, de percussion et de puissance. Alors, le principe du Qigong dans ces styles, eh bien, c'est justement la concentration et le positionnement des bras et le travail mental sur les membres qu'on utilise, que ce soit inférieur ou supérieur. Donc, dans ces pratiques, la concentration, elle est de mise, puisque lorsqu'on réalise les mouvements de bras dans les Tanchi, par exemple, avec les griffes ou les paumes, il faut penser cette puissance, cette force, cette concentration au bout des membres. D'accord ? Donc, dans tout ce que Thierry nous a avancé, la pratique, elle reste la même. Et l'entraînement au niveau du Kung Fu externe, dans le style Hougar, se résume dans ces deux perceptions, la perception statique et dynamique. Voilà. Alors ça a été court, oui, mais il a dit beaucoup de choses, je ne vais pas paraphraser, mais tout ce qui a été dit au niveau exercice est valable aussi pour le Kung Fu externe. Aux personnes qui ont organisé cette table ronde qui est très intéressante. Je remercie également les collègues qui ont partagé avec nous leur expérience. En ce qui me concerne, donc, effectivement, donc, moi je pratique le Qigong depuis une trentaine d'années. Avant cela, bien avant, j'ai débuté également par le judo. Pour tout dire, donc j'ai 61 ans et j'ai pratiqué comme souvent le judo très jeune, à l'âge de 10 ans, donc je pratique depuis maintenant une cinquantaine d'années le judo, je l'enseigne. Ce que je voudrais dire avant de démarrer mon exposé, c'est qu'il est plus raisonnable de voir toutes ces approches, que ce soit les arts martiaux externes, internes ou énergétiques, comme faisant partie d'une même famille. Ce serait illusoire, voire même dommageable, de cloisonner toutes ces approches. En fin de compte, elles se nourrissent
tout comme ça a été indiqué par mes collègues. Donc effectivement, le Qigong, ou en tout cas une approche, un art énergétique chinois, a toute sa place dans la pratique des arts martiaux internes ou externes. Alors mon exposé, je vais le découper en 3 parties. La première partie, je vais vous parler de ma propre expérience en tant que judoka, voilà comment je suis arrivé au Qigong. Ensuite, à travers des exemples concrets, voir effectivement comment le Qigong peut se positionner dans une séance, quelle que soit la discipline, que ce soit un art martial interne ou externe. Et après, je terminerai par les apports du Qigong pour une personne qui, du coup, va pratiquer les arts martiaux, on va espérer, tout au long de sa vie, en préservant une certaine motivation. Donc, sur la première partie, donc mon expérience, effectivement, j'ai débuté le judo. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. J'ai débuté le judo assez jeune, et vers 35 ans, comme souvent quand on pratique un art martial de façon intensive, on a eu des blessures, on a du mal à récupérer, et puis tout simplement à 35 ans, la force physique commence à s'estomper un petit peu. Donc il a fallu que j'étais à la recherche d'une discipline complémentaire, justement pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir atténuer ces douleurs qui commençaient à apparaître, et puis aussi pour trouver une approche qui relevait un peu plus avec une dimension plutôt mentale, comme ça a été indiqué, parce que je percevais qu'effectivement le physique joue un rôle essentiel dans un art martial, mais le mental reste aussi primordial. Donc du coup, j'ai découvert le Qigong, et pour moi ça a été véritablement une révélation, parce qu'il ne faut pas oublier que le Qigong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, donc c'est avant tout un art hygiéniste qui se positionne dans la prévention et le maintien de la santé, comme ça a été indiqué. Aujourd'hui, même en France, c'est reconnu comme une thérapie complémentaire. On l'utilise dans le sport santé, sport sur ordonnance. Et j'ai eu la chance de rencontrer un maître, un professeur de Qigong, qui lui-même pratiquait les arts martiaux internes et externes. Donc du coup, tout de suite, le courant est passé. Et du coup, ça a changé ma pratique du judo, qui était plutôt dans un début plutôt en force, un peu bourrin, on va dire ça comme ça. C'est le judo, c'est les compétitions qu'il fallait gagner, etc. Et j'ai découvert une autre façon de pratiquer les arts martiaux, un peu dans ce qui a été indiqué par le fondateur du judo, maître Jigoro Kano, judo qui est la voie de la souplesse. Et moi, au début, dans ma pratique, c'était pas du tout la souplesse, c'était tout en dur, tout en puissance. Et grâce au Qigong, j'ai découvert une autre façon de pratiquer le Qigong, le judo, en utilisant le Qigong. Et au fur et à mesure, j'ai pu effectivement réinjecter dans ma pratique de judoka, de jiu-jitsu également, toute cette dimension dont on a parlé, la partie bien évidemment concentration, intention, énergétique, parce que évidemment en prenant de l'âge, la force diminue, mais j'en parlerai dans la troisième partie de mon exposé. Et du coup, pour moi, ça a été une grande découverte. Et c'est la raison pour laquelle je dis on ne peut pas véritablement dissocier cette dimension énergétique si on veut pratiquer véritablement un art martial avec toutes ses composantes. Il y a forcément, et d'ailleurs, si vous regardez la littérature, quels que soient les arts martiaux, qu'ils soient chinois, japonais, on va retrouver d'une certaine façon cette dimension énergétique. Alors maintenant, je vais passer au deuxième point. Donc le deuxième point, comme je l'ai indiqué, c'est les apports du Qigong dans une séance, on va dire lambda, quelle que soit la discipline. Alors le Qigong, on peut bien évidemment l'utiliser au tout début du cours, donc sur la partie qu'on appelle communément l'échauffement. Donc ça permet effectivement de préparer le corps. Donc là, on va utiliser bien évidemment le Bajuajin ou d'autres techniques classiques pour préparer le corps, préparer le mental et préparer aussi la dimension énergétique, parce qu'on va utiliser notre corps pour faire une prestation physique qui peut être poussée. On peut utiliser également le Qigong à la fin du cours, à la fin de la séance, pour une meilleure récupération, faciliter la récupération du corps le lendemain, donc préparer le terrain pour que le corps puisse se récupérer. Pour aussi un retour au calme, moi en tant que pratiquant de judo, les séances de judo, c'est
en fin de journée, en début de soirée, et c'est 2 heures d'entraînement assez intensif. On termine, on est assez épuisé, et donc forcément le Qigong peut apporter aussi cette dimension, un retour au calme pour pouvoir ensuite tout simplement passer une bonne nuit et récupérer beaucoup plus facilement. Et puis on peut aussi utiliser, alors ça c'est très peu développé peut-être, enfin ça dépend peut-être des styles, on peut utiliser le Qigong au cours de la séance, dans le cœur de la séance, sur un thème qui peut être effectivement le relâchement, la vitesse, la puissance, le renforcement du corps, sachant que le Qigong propose un certain nombre de techniques. C'est le cas de la chemise de fer, mais la main de fer également pour renforcer. Et puis il y a aussi tout simplement l'intention, la concentration. On ne peut pas concevoir un art martial aller au combat, la fleur au fusil, et pas être attentif ou concentré à 200% sur évidemment ce qui va se passer. Donc ça demande une présence et être capable de capter le moindre indicateur, le moindre paramètre pour ajuster son attaque ou voire même tout simplement se défendre et ensuite enchaîner. Donc ça demande une disponibilité qui demande un entraînement bien évidemment. Donc du coup le Qigong, de par les outils qui sont proposés, peut permettre aux pratiquants d'investiguer sur ces domaines qui du coup sont extrêmement précieux. Et enfin la troisième partie, c'est tout simplement pour un pratiquant, un élève, un athlète qui va évoluer, on va dire de façon communément, donc une pratique qui, bien évidemment, elle va évoluer avec le fil du temps, en prenant de l'âge. Bien évidemment, la pratique va aussi évoluer de par la condition physique qui change. Et là, le Qigong peut permettre effectivement aux pratiquants de s'y retrouver. Alors, comme je l'ai indiqué en ce qui me concerne, tout simplement, au début, on est plus sur le corps, le physique, la performance physique. Et puis après, petit à petit, effectivement, par compensation, compenser évidemment une déficience au niveau des capacités physiques de puissance de force avec d'autres compétences qui viennent contrebalancer, mais qui permettent malgré tout de préserver un bon niveau au niveau de cet art martial. Et là, je vais prendre un exemple concret, ou plutôt vous pouvez en trouver par ailleurs. Prenez les grands maîtres, quels qu'ils soient, en prenant de l'âge, évidemment, même ces grands maîtres, au niveau des capacités physiques, il y a un déclin. Cela étant, ça reste malgré tout d'imminents maîtres parce qu'ils ont su justement utiliser d'autres composantes. Et je vais prendre un exemple concret dans le domaine des arts martiaux, l'aïkido, que j'apprécie également, de par sa dimension, on va dire, martiale, physique, mais aussi l'utilisation du ki en japonais. Et le maître Ueshiba, vers la fin de sa vie, avait malgré tout une certaine présence martiale qui était reconnue, et connue bien évidemment, tout simplement parce qu'il a bien évidemment fait évoluer sa pratique avec une dimension énergétique qui était évidemment présente. Alors pour terminer, je rejoindrai un peu ce que dit Thierry. Il faut faire attention à tout ce qui est mystification, bien évidemment, pas tomber dans les excès. Donc bien évidemment, on peut prêter au Qi énormément de choses, mais il faut rester raisonnable. Ce qui est certain, c'est que le travail énergétique, par contre, peut apporter un tas de choses, et on peut travailler évidemment sur différents niveaux. Comme ça a été dit également par Thierry, on peut travailler sur le souffle, la notion de souffle, qui peut paraître assez mystérieux, mais en réalité qui recouvre des aspects concrets dans le domaine martial. Et certains aujourd'hui ont été un peu délaissés. Alors je pense tout particulièrement par exemple au souffle, au son, qui fut un temps été utilisé dans le domaine des arts martiaux, le fameux kiai par exemple, qui bien évidemment ne peut pas nuire à un adversaire en soi, mais qui permet quelque part d'aller puiser cette énergie nécessaire pour amener l'attaque au bon moment, au bon endroit. Donc tout simplement le Qi pour unifier le corps et l'esprit. Un temps donné et obtenir le résultat voulu et décisif. Voilà, bon, je vais pas poursuivre parce que
autant rebondir ensuite sur les questions et poursuivre l'échange. Merci à vous. Bien, je vous remercie tous les trois pour vos interventions très riches. Je constate que peu de personnes ont posé de questions, donc il est encore temps de poser vos questions. Toutes vos questions, toutes celles qui vous passeraient par la tête. Moi, j'en ai une, par exemple, pour Joël Valentin. Donc, tu enseignes également le sanda et le wushu. Et quel serait l'intérêt de pratiquer le qigong pour un jeune pratiquant, un adolescent ou même un enfant? Et quels sont les écueils de ne pas pratiquer le qigong quand on fait du sanda ou du wushu? Alors, lorsqu'on fait du sanda, du wushu, lorsqu'on pratique le qigong, c'est un travail de concentration. Ça améliore la concentration et l'attention. Voilà. Lorsque on pratique le sanda, donc la boxe chinoise, alors le sanda c'est la forme moderne, le sanchu c'est la forme traditionnelle. L'élève il va pouvoir acquérir beaucoup plus de concentration dans ses mouvements et dans ses attaques. Parce que au départ, la pratique elle est plus externe et on va dire entre guillemets fougueuse, et donc on a tendance à se disperser, on donne des coups de pied, des coups de poing, on y va, on fonce. Alors que dans cette pratique-là, où en apprenant la technique, on apprend l'élève justement à se concentrer sur le coup de poing qu'il donne, mais pas forcément à faire mal, mais donner le bon coup de poing, le bon coup de pied, avec la bonne technique et tout, c'est un travail aussi bien externe qu'interne, mais aussi énergétique, on va le dire. Et donc, ces trois composantes, il faut relier ces trois composantes. Si on relie uniquement l'aspect musculaire, eh bien, on n'est pas efficace. Il faut relier l'aspect musculaire, l'aspect, interne, c'est-à-dire la souplesse, tout ce qui est souplesse, travailler bien la souplesse, et ensuite l'aspect énergétique. Voilà. Ensuite, pour les enfants, aussi, parce qu'on parle d'enfants, il faut se dire que le qigong, c'est le centre de tout. Alors, on parle des arts martiaux, mais lorsqu'on pratique un autre sport, on peut aussi pratiquer le qigong. Puisque dans les exercices, c'est une composante qui va régénérer et qui va justement permettre à la personne qui pratique un sport martial ou un sport quelconque de pouvoir mieux se concentrer et mieux avoir de l'attention sur ce qu'elle fait. Parce que c'est un travail mental. Le travail mental, c'est prendre conscience du geste. Alors, si on prend conscience du geste, eh bien ce geste, il est beaucoup mieux fait. Alors, moi, ça a éveillé ma curiosité de pratiquante de qigong, mais je pense toujours aux jeunes qui pratiqueraient le sanda ou le sanchu. Quel type de qigong vous recommanderiez à un enseignant pour ces jeunes? Alors, je ne suis pas spécialiste de qigong, mais... Vous parlez des mains de fer Non. Parce que, alors, ce sont des techniques qu'on avait besoin auparavant parce que le contexte n'est pas le même qu'aujourd'hui. D'accord? On est bien d'accord que je ne vois pas l'intérêt de pouvoir, sauf pour le spectacle, mais de pouvoir apprendre à un jeune à pratiquer la main de fer ou casser des briques ou je sais pas. Non, c'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir justement avoir une bonne pratique. Déjà une bonne pratique et justement exclure ces pratiques puisque le temps ne s'y apprête pas. Et en plus, ce sont des pratiques qui sont dangereuses et on le dit. Les moines de Shaolin, ils le pratiquent parce que c'est dans leur ADN et tout. Mais chez nous, ce sont des pratiques qui sont comme disait Akli, ce sont des pratiques qui sont néfastes, qui sont dangereuses aussi. Parce que vous allez donner un coup de poing, quelqu'un qui donne un coup de poing, on a eu des cas où des gens pouvaient frapper et tuer quelqu'un. Donc non,
Ce sont des pratiques qu'il faut exclure. Et d'ailleurs, je vais préciser une chose aussi, c'est que lorsqu'on pratique le Qigong, mais aussi un art martial, hein, quel qu'il soit, que la personne qui enseigne cet art martial soit diplômée. Et ça, c'est important. D'accord ? Un professeur qui est diplômé d'AEC, eh bien, c'est un professeur déjà qui est responsable parce qu'il sait ce qu'il va enseigner à ses élèves. Pourquoi il va l'enseigner? Si quelqu'un vient lui demander « enseigne-moi ceci, enseigne-moi cela », comme on me l'a déjà demandé et tout, eh bien, non. C'est non. D'ailleurs, j'évite dans mon style Hogar et dans le standard et le Sanchu, j'utilise justement le Qigong spécifique à ces styles. Alors, pour ce que je connais et que j'ai déjà pratiqué, pas par rapport au style, hein, mais par rapport pour l'entraînement personnel, Padua Jin, les 8 pièces de Bokar, ce sont les principales. C'est l'enchaînement que je pratique personnellement. Et puis les Ninjing, qui est qu'on utilise en Pakwa, hein, je crois que c'est ça. Hein. Yin qu'on pratique pour assouplir les tendons, les muscles et tout. Voilà. Deux types de Qigong. Et puis bien sûr, c'est une liste qui est exhaustive, hein, qui n'est pas exhaustive. Hein. On peut pratiquer aussi tous les Qigong où il y a les mouvements. Ce sont des Qigong qui sont bénéfiques. Hein. Moi, je pratique plus le Padua Jin, les 8 pièces de Bokar, mais les autres Qigong sont aussi bien. Dès l'instant où vous avez un Qigong dynamique, où il y a des mouvements, où on travaille la respiration, c'est bénéfique puisque ça revigore le corps, quoi. Voilà. Merci Joël. Peut-être une question concernant l'histoire qui s'adresserait plus à Thierry. Donc les autorités sportives chinoises, comment intègrent-elles le Qigong dans le Wushu sportif et le Sanda? Le Qigong va être utilisé à des fins personnelles. En réalité, chaque pratiquant, chaque athlète peut utiliser, s'il le souhaite, le Qigong. Mais de ce que j'ai pu en voir, les constats que j'ai pu faire, c'est qu'en réalité, c'est davantage des méthodes, on va dire, modernes, occidentales, de récupération, cryothérapie, massage. Le Qigong a proprement parlé, pour les athlètes de Sanda, n'est pas spécifiquement utilisé. C'est pas la pratique première pour le travail de récupération, par exemple. Bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions qui ont été posées. Moi, ce que je constate, Akli pratique un art martial qui n'est pas chinois, et le Qigong lui sert. Donc le Qigong est utile pour la pratique de tous les arts martiaux en général. Mais moi, j'ajouterais aussi que quand Akli parlait de révélation, quand on pratique le Qigong, et après on ne pratique plus aucun sport de la même manière, que ce soit la natation, le ski, peu importe la discipline, on la pratique en pleine conscience et du coup on en profite, le corps et l'esprit et les performances en sont améliorées. Voilà, c'est ce que je pouvais peut-être apporter pour conclure cette table ronde. Et peut-être avez-vous tous les trois une phrase de conclusion à apporter chacun. Et on va terminer là. Ah, on a une question. Le Padua Jin pratiqué par le général Liu Fei pour entraîner ses troupes, comment a-t-il pu utiliser ces techniques à des fins martiales? Donc le général Liu Fei, a priori, c'est un général de la dynastie des Song, XIIe siècle. Alors la question qui se pose, parce qu'on ne connaît pas réellement ce qu'était la pratique, qui pouvait être celle du XIIe siècle, par exemple. Alors le général Liu Fei, ce qu'il avait à repousser, c'était des guerriers mongols.
donc a priori pas forcément très gentil. On peut effectivement se poser la question quand on regarde les pratiques actuelles qui sont principalement des pratiques de santé. Pour lesquelles on peut se demander quelle peut être l'implication martiale. Alors il est possible que pour renforcer le corps de ces soldats, ce général ait aussi utilisé des outils qui allaient avec. Moi, ce que je sais de ça, c'est que dans le Baduanjin, on a des postures dans lesquelles on va monter les bras vers le haut. On peut supposer que quand on monte les bras vers le haut, à l'époque, peut-être qu'il y avait une pierre dans les mains pour renforcer le corps, c'est très possible. L'objectif, c'était de rendre plus fort les soldats. Alors peut-être par le souffle, le chi, pourquoi pas, mais très certainement, en tout cas c'est la piste que je creuse, par rapport à un renforcement qui était aussi un renforcement musculaire. Et mental. Et mental, probablement aussi. Oui, c'est sûr. Parce que si je peux compléter, au final, il faut voir qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir comment cette forme était pratiquée, le Baduanjin à l'époque, si ce n'est que dans toutes ces pratiques, il faut voir qu'il y a le fond et la forme. Et si on regarde aujourd'hui dans le domaine des arts énergétiques chinois, il y a le Baduanjin, il y a le jeu des 5 animaux, enfin peu importe les techniques, mais ensuite il y a différentes façons de les pratiquer suivant les styles et les écoles. Donc il ne faut pas s'arrêter à la forme, mais plutôt au fond, qui est toujours le même. Et je pense que malgré les époques, au fil des siècles, le fond, lui, il n'a pas changé. En fin de compte, ces techniques étaient non pas purement guerrières, puisqu'elles sont devenues qui plus est maintenant plutôt hygiénistes et pour la santé, mais malgré tout, elles véhiculent un certain nombre de fondements qui sont un travail énergétique. Il y a aussi un travail sur le mental pour aller faire la guerre, pour se battre. Si vous montez sur un tatami, qui plus est si vous allez vous battre carrément, donc là, il y a risque de mort, donc forcément, la peur est là. Donc à un moment donné, il faut renforcer le mental. Il faut aller aussi ramener une certaine cohésion au niveau du groupe. Et pour un général, c'est extrêmement important de créer effectivement cette cohésion du groupe à travers évidemment un entraînement, mais un entraînement qui doit effectivement couvrir tous les aspects. Et pour terminer, le Qigong, comme ça a été dit par mes collègues, au niveau corporel, apporte cette possibilité de faire un tas de mouvements. Ça veut dire que quelque part, c'est un peu comme, si on peut comparer comme le verbe, il y a des personnes qui ont un registre avec un vocabulaire extrêmement riche, n'est-ce pas? Donc vous avez un vocabulaire extrêmement riche, vous vous exprimez avec aisance, on vous comprend, vous comprenez, et effectivement, dans le domaine martial, si vous avez un registre corporel extrêmement limité, ça va être très limité, ça va être très dur pour vous. Donc, pratiquer des formes autres que celles qui sont spécifiques à l'art martial, qui plus est, ont une dimension énergétique, donc monter les bras, bouger, faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude éventuellement de faire, qu'on va peut-être pas utiliser, quoique de façon instinctive, on peut ensuite à un moment donné utiliser un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que l'on a vu. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque vous faites un combat, on ne pense pas en réalité au coup qu'on va donner et comment on va esquiver. Ça doit être instinctif, sinon vous êtes mort. Donc là, évidemment, on doit habituer le guerrier, le pratiquant, à toutes les situations. Et on doit travailler encore et encore pour que cette technique-là, au moment où il faut la sortir, elle doit sortir au bon moment avec un bon timing, sans y réfléchir. Et si vous avez un registre très limité, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je pense que très vraisemblablement, ces techniques-là ont été amenées de cette façon. Merci Akli. De ce que je comprends, la pratique du Qigong aide à développer l'intuition et l'instinct pour pouvoir répondre rapidement lors d'un combat.
Et j'ai deux questions qui sont venues entre-temps. Est-ce qu'avec la pratique du Qigong, vous avez ressenti personnellement une influence dans la vie quotidienne, dans les relations avec les autres? Plus calme, plus d'écoute, plus d'ouverture. Donc là, on ouvre vraiment le débat à la vie en général. Alors, pour ma part, la réponse est contenue déjà dans la question. Alors, je dirais que c'est vrai pour le Qigong et c'est vrai des pratiques martiales en général, internes ou externes, peu importe. Déjà parce qu'elles apportent une certaine confiance en soi et quand on a confiance en soi, on est quand même mieux dans la relation avec les autres. Et en ce qui concerne le Qigong, à proprement parler, pour ce qu'il en est de ma pratique personnelle, oui, un certain calme, une recherche du calme à travers le Qigong. Donc oui, de ce point de vue-là, t'es bien fait, oui. Et une dernière question, enfin. La respiration en Qigong, quels apports dans les arts martiaux? Alors, la respiration, c'est une bonne question. Très bonne question. Fondamentale. Parce que, en tant que pratique externe, j'organisais des stages avec mes élèves, puisque je pratique à la fois l'interne et l'externe. Et dans ces stages, je pratiquais le combat Kung Fu contre le Tai Chi. Et en fait, pour ça, puisque j'enseignais aussi le Tai Chi à mes élèves, il ne faut pas oublier que dans la pratique du Qigong, de l'interne, mais aussi de l'énergétique, lorsqu'on fait un geste, on réfléchit à ce geste. C'est-à-dire que lorsqu'on monte le bras, on pense qu'on monte le bras, on va à droite, on pense qu'on va à droite. Donc le geste mentalement est décortiqué. Alors, lorsqu'on est en externe, on fait ça, on n'a pas le temps de penser au geste. Et donc, lorsqu'on monte le bras, on peut respirer naturellement, comme si l'exercice est spécifique. On peut accompagner le geste avec la respiration. Et dans le combat, donc les attaques en Kung Fu contre Tai Chi, j'apprenais à mes élèves justement par rapport à la respiration, sur l'attaque, aussi bien naturelle que maîtrisée, de pouvoir justement récupérer le bras de l'adversaire et le dévier, sans force. Et la respiration aussi, dans la pratique du Qigong ou de l'interne, ça sert aussi à ça, la respiration. Parce que la respiration, c'est absorber, on absorbe quelque chose, lorsqu'on fait monter, on inspire et tout. Une attaque, on inspire, on peut récupérer l'attaque et la dévier, comme en Aïkido. Oui, tout à fait. Merci Joël. Oui, je vais recueillir le point de vue de chacun sur le travail du souffle que vous avez découvert dans le Qigong et ce que ça vous apporte dans les arts martiaux. Et puis, je pense que c'est une très belle façon de conclure cette table ronde. Voilà. À qui ? Oui, non, c'était pour compléter, effectivement. Et effectivement, d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure lors de nos présentations respectives, le mot chi, on peut l'utiliser, bien évidemment, hein, ça retranscrit l'énergie, mais le mot souffle a son importance. Donc souffle, c'est forcément relié à la respiration. Lorsqu'on pratique un art martial qui plus est externe, la respiration va jouer un rôle fondamental dans l'action. Donc forcément, l'inspire, l'expire, on va le placer dans l'action, forcément, de façon à placer l'action correctement, avec un bon timing, un bon endroit, et avec surtout une bonne puissance. Et là, le travail d'intention, de visualisation, lorsque je vais donner mon coup, je n'arrête pas mon coup, hein, je traverse le corps de mon adversaire et j'y appuie en expirant le plus violemment possible pour avoir le maximum de puissance. Et en utilisant le souffle, j'utilise mon énergie et j'utilise le souffle pour unir l'esprit au corps. C'est-à-dire que mon coup, il part du hara, c'est-à-dire du dantian, et il va remonter jusqu'au point, et avec la respiration, je vais aller appuyer sur une zone infime pour avoir une percussion la plus performante et la plus dévastatrice. Je suis désolé, mais c'est un art martial. Donc, avec une puissance que je veux, évidemment, qui doit être explosive, quoi.
Et donc c'est ça le souffle. Le souffle là, il est dévastateur, comme il peut être régénérateur, si je l'utilise dans une dimension, là encore, hygiéniste ou encore santé. Donc effectivement, c'est une très très bonne question, c'est vraiment l'essentiel. Et pour guider son souffle, bah, le Qigong il est bien placé, parce qu'on apprend justement à respirer, à placer la respiration dans le mouvement doux, etc. Et le jour où on veut exploser, eh ben, ça sort et ça sort vite et bien. Voilà. Donc après, il faut expérimenter. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises et c'est assez fantastique. Et dans la pratique du Qigong, justement, eh ben, ça permet aussi la méditation, de mieux méditer, de mieux se reconcentrer sur soi, et puis aussi de pouvoir, ôter certaines barrières, on va dire, ce qui nous gêne dans notre pratique, faire des efforts, aller de l'avant. Donc, de toute façon, dès l'instant, plus on répète un geste doucement, plus on prend conscience de ce geste, et plus on a tendance justement à réfléchir, à méditer et à savoir on se pose des questions et on commence à se poser des questions, mais on commence à se poser des questions sur le geste, si on l'a bien fait, mais aussi dans la vie courante, se poser des questions, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que j'ai pas bien agi, et ça nous pousse aussi à nous améliorer. Alors sur la respiration, moi je lui redonne sa liberté à la respiration, je laisse aller. Quand j'ai besoin d'inspirer, j'inspire. Quand j'ai besoin d'expirer, j'expire. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Ma seule limite, c'est évidemment, ça serait de me retrouver en apnée. Voilà. Et peut-être une troisième chose, la respiration, c'est bien, mais n'oubliez pas le cardio, de vous préparer au cardio. Je pense, pour ceux qui font un peu de combat, et pour la self-défense en cas d'agression, bien sûr, avoir son calme, maîtrise de soi, sa respiration, bien entendu, mais aussi du cardio. Donc sauter à la corde de temps en temps, même pour un pratiquant d'arts martiaux internes, oui, c'est bien. C'est complémentaire. Je vous remercie tous les trois, Akliam Adi, Thierry Bisson, Joël Valentin, et aussi je remercie vraiment infiniment Emmanuel Malibert qui nous a apporté sa contribution technique au niveau du son et de l'image, et vous pourrez retrouver l'enregistrement qu'il en a fait sur notre chaîne YouTube, la chaîne du CRIF, FFAEMC. Et peut-être par la suite, dans les mois qui viennent, une transcription écrite qu'on pourra retrouver dans le YIMAG de la Fédération, la FFAEMC. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Merci à vous tous. Au revoir et bon dimanche.